Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Pour ce nouveau numéro d'En français dans le texte, nous vous proposons 2 extraits des essais de Montaigne. Le premier, extrait intitulé Décoche. Le second est un extrait de l'essai Des cannibales. Réunis, ils donnent une image fidèle, voire emblématique de l'écriture de Montaigne et de sa méthode. Je dis méthode, mais il s'agit plutôt de laisser libre cours à sa pensée pour Montaigne. Elle suit les méandres de la réalité qu'il décrit. Son écriture est celle du détail, de ces petites choses et objets du quotidien. Tout au long de l'essai des cannibales, notamment, Montaigne décrit les modes de vie des Amérindiens, le sérieux de leur science éthique ou de la divination, mais aussi la forme de leur lit, l'économie des repas, les ornementations. Absolument tous les détails d'un quotidien ordinaire ou trivial. L'essai Décoche est moins concret, plus théorique, mais il raconte la perpétuelle multiplication et vicissitude de formes du monde, comme l'écrit Montaigne. La méthode de Montaigne rejoint son écriture. À aucun moment il ne s'agit pour lui d'élaborer de grandes démonstrations, reposant sur une logique de propositions validées et de preuves argumentées dans l'horizon d'une vérité qui se voudrait générale. Montaigne est un peintre du réel. Il fait émerger une lumière en appliquant une couleur sur chaque chose. Il éclaire nos esprits en agençant subtilement les descriptions et leurs infinis détails. Venons-en au fond, avant d'écouter une première lecture du Montaigne des essais. Dans Des cannibales et dans certaines parties de l'essai Décoche, notre philosophe écrivain du XVIe siècle, humaniste et érudit, parle des sauvages d'une Amérique toute nouvellement découverte. Moins de 100 ans séparent la découverte de Christophe Colomb de la première édition des essais en 1580. Or, cannibale est un terme purement descriptif dans la bouche de Montaigne, désignant celui qui mange de la chair humaine. La pratique concerne-t-elle l'Amérique seule ? Les Amérindiens, en vérité, montre Montaigne, ne sont pas les seuls à consommer ou à avoir consommé de la chair humaine. Bien des peuples de la vieille Europe en témoignent. Les Scythes, autrefois, ou encore les Gaulois. Ce qui intéresse vraiment Montaigne ici n'est pas d'ordre purement descriptif ou anthropologique, mais d'ordre véritablement axiologique. Ce sont les valeurs attachées au cannibalisme, réel ou supposé, qui intéressent Montaigne. Ce sont les jugements par lesquels l'ancien monde, à la rencontre du nouveau monde, prétend non seulement se substituer à lui ou remplacer ses valeurs à celles qu'il y découvre, mais bien s'y projeter tout entier en imposant son propre système de représentation comme le seul possible. Montaigne dit plutôt que, sans avoir la moindre idée de ce que pensent les hommes du Nouveau Monde, sans même chercher à les comprendre, l'homme moderne entend recouvrir ce qu'il perçoit des peuples autochtones, de leurs croyances, avec l'étoffe morale et religieuse de l'Europe chrétienne et conquérante, tuer, en somme, la vie sauvage avec l'arme de la civilisation rationnelle. Là est la clé de sa pensée. Montaigne raconte la rencontre manquée de 2 mondes. Et la faute intellectuelle, éthique et politique de cette Europe, faute qu'il dénonce. L'Amérindien n'est pas tenu pour un Amérindien, mais purement et simplement pour un sauvage. Il n'est pas perçu comme un homme, mais à la lisière de l'animalité. Pour Montaigne, la civilisation européenne n'entend pas simplement gommer la civilisation amérindienne, elle entend s'installer comme civilisation unique, là où règne la sauvagerie et la barbarie. Elle entend installer l'humanité. Pas de conflit de valeurs ou de civilisation, mais un véritable déni d'humanité de la vieille Europe qu'elle inflige à l'égard de cette jeune Amérique. Comment, cependant, les conquérants du Nouveau Monde s'y sont-ils pris ? Par quel subterfuge leur puissance a-t-elle anéanti la civilisation native des Amérindiens ? Je vous propose tout de suite d'écouter un premier extrait, un extrait de l'essai Décoche de Montaigne, dans la voix sombre et grave, grave et sage de Georges Claes. Que n'est tombé sous Alexandre, ou sous ses anciens Grecs et Romains, une si noble conquête et une si grande mutation et altération de tant d'empires et de peuples, sous des mains qui eussent doucement poli et défriché ce qu'il y avait de sauvage, et eussent conforté et promu les bonnes semences que nature y avait produites, mêlant non seulement à la culture des terres et ornement des villes les arts de deçà, en tant qu'elles y eussent été nécessaires, mais aussi
mêlant les vertus grecques et romaines aux originelles du pays. Quelle réparation eût été, et quel amendement à toute cette machine que les premiers exemples et déportements nôtres, qui se sont présentés par-delà, eussent appelé ces peuples à l'admiration et imitation de la vertu, et eussent dressé entre eux et nous une fraternelle société et intelligence. Combien il eût été aisé de faire son profit d'âmes si neuves, si affamées d'apprentissage, ayant pour la plupart de si beaux commencements naturels. Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience à les plier plus facilement vers la trahison, la luxure, l'avarice, et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple et patron de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix le service de la mercadance et du trafic? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre. Mécanique victoire. Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à si horribles hostilités et calamités si misérables. En côtoyant la mer à la quête de leurs mines, aucuns Espagnols prirent terre en une contrée fertile et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple leurs remontrances accoutumées. Qu'ils étaient gens paisibles, venant de lointains voyages, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable, auquel le pape, représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes les Indes, que s'il voulait lui être tributaire, il serait très bénignement traité, leur demandant des vivres pour leur nourriture et de l'or pour le besoin de quelques médecines, leur remontrait au demeurant la créance d'un seul Dieu et la vérité de notre religion, laquelle il leur conseillait d'accepter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut telle que, quant à être paisible, ils n'en portaient pas la mine, s'il l'était. Quant à leur roi, puisqu'il demandait, il devait être indigent et nécessiteux, et celui qui lui avait fait cette distribution, homme aimant dissension, d'aller donner à un tiers chose qui n'était pas sienne, pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs. Quant aux vivres, qu'il leur en fournirait. D'or, ils en avaient peu, et que c'était chose qu'ils mettaient en nulle estime, d'autant qu'elle était inutile au service de leur vie, là où tous leurs soins regardaient seulement à la passer heureusement et plaisamment. Pourtant, ce qu'ils en pourraient trouver, sauf ceux qui étaient employés au service de leur Dieu, qu'ils le prissent hardiment. Quant à un seul Dieu, le discours leur avait plu, mais qu'ils ne voulaient changer leur religion, s'en étant si utilement servis si longtemps, et qu'ils n'avaient accoutumé prendre conseil que de leurs amis et connaissants. Quant aux menaces, c'était signe de faute de jugement, d'aller menaçant ceux desquels la nature et les moyens étaient inconnus. Ainsi, qu'ils se dépêchassent promptement de vider leurs terres, car ils n'étaient pas accoutumés de prendre en bonne part les honnêtetés et remontrances des gens armés et étrangers. Autrement qu'on ferait d'eux comme de ces autres, leur montrant les têtes d'aucuns hommes justiciers autour de leur ville. Voilà un exemple de la balbutie de cette enfance. Mais tant il y a que ni en ce lieu ni en plusieurs autres, où les Espagnols ne trouvèrent les marchandises qu'ils cherchaient, ils ne firent arrêt ni entreprise quelque autre commodité qu'il y eût. Témoin, mais cannibales. Merci à Georges Claes pour cette première lecture, extrait de l'essai Des coches de Montaigne. Nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience. Voilà la clé d'interprétation de cette invasion des Amériques dans laquelle, selon Montaigne, l'Europe moderne a failli.
Pour bien comprendre, l'inspecteur général de l'éducation nationale, Paul Mathias, qui a préparé cette analyse, attire votre attention sur 2 points au moins. D'abord, il faut entendre que pour Montaigne, la découverte du Nouveau Monde aurait pu être une noble conquête. L'Uchronie, imaginée, montre ce qu'aurait pu être une rencontre féconde des peuples. Imaginez en effet que les Grecs et les Romains auraient pu conduire la conquête du Nouveau Monde. C'est envisager qu'une certaine rencontre aurait pu avoir lieu entre leur vision du monde, d'une part, nourrie de la philosophie, et donc d'un certain exercice de la raison, et les vertus originelles de l'Amérique, d'autre part, dont Montaigne postule qu'elles se sont déployées au plus près de la nature. Montaigne imagine ainsi une pensée amérindienne. En forçant le trait, et de manière un peu anachronique, on dirait volontiers que la pensée des natifs d'Amérique est, selon Montaigne, une pensée écologique, nourrie des semences spirituelles que la nature aurait plantées en l'homme, et que traduisent des us et des coutumes au plus près de la vie naturelle. C'était un monde enfant, est-il écrit ailleurs, dans des coches. Rien de condescendant, il faut l'entendre plutôt dans la bouche de Montaigne, comme un monde non corrompu. Un monde où la sagesse des hommes tient à la proximité de leur vie à la vie, et donc à la nature et à son ordre, comme il l'écrit, tous leurs soins regardaient seulement à la passée, heureusement et plaisamment. Et il parle de la vie, bien sûr, dans cet extrait. Accueillir le monde plutôt qu'exploiter la nature, s'étonner de ce qui est plutôt qu'aspirer à l'augmenter sans cesse en accumulant des trésors en vain. Deuxième point important de cette analyse, celui de l'ignorance et de l'inexpérience des natifs d'Amérique. Montaigne fait valoir au contraire de quelle perspicacité, de quelle subtilité, de quelle sagesse ceux-ci sont réputés capables. En effet, des hommes paisibles se présenteraient-ils armés et menaçants ? S'ils parlent de se saisir de terres qui ne sont pas les leurs, n'est-ce pas qu'ils en manquent et qu'ils sont nécessiteux ? Quelle grandeur y a-t-il en ceux qui se soucient d'un minerai, l'or, qui n'a aucune valeur d'usage pour la vie ? Seraient-ce donc des fous ? En tout cas, à leur sourde violence sauront répondre la fermeté et l'assurance des peuples natifs. Les subtilités du raisonnement ne sont pas réservées au vieux monde. L'ignorance des natifs d'Amérique tient donc plutôt au manque de protection contre le venin de l'éthique européenne. L'Europe les instruit de tours inconnus, à leur manière, la trahison, la luxure, l'avarice, ou toutes sortes d'inhumanité et cruauté, comme l'écrit Montaigne. Ignorants et inexpérimentés, les Amérindiens le sont bien. Ils imitent le vice qu'ils découvrent, mais ils ne savent pas être vicieux. Ils s'essaient à la trahison, mais ils n'ont pas cet usage de la chose qui la rend si opérante, et qui va leur coûter leur liberté. La conquête se fera à ce prix. Voilà donc ce qui différencie profondément l'Europe de l'Amérique. L'Ancien Monde est un monde du service, de la mercadance et de la trafic. En termes contemporains, on dirait un monde au service du commerce et des échanges, où l'intérêt seul régit les relations entre les communautés, où les hommes cherchent à mettre la main sur tout ce qui est exploitable, où l'ordre du monde est celui d'une pure et simple appropriation de la nature et de ses ressources, de la nature elle-même, et des hommes qu'on y trouve, et qu'on réduit à n'être que des choses vivantes, certes, mais utiles, surtout, et utiles parce que vivantes. De l'exploitation des choses par l'homme à l'exploitation de l'homme par l'homme, il n'y a pas la moindre différence, c'est la triste évidence. Le Nouveau Monde, lui, est au contraire un monde ancré dans une nature dont les ressources sont intégrées dans l'organisation de la vie individuelle et sociale. Et c'est ce dont témoigne l'essai Des cannibales, lecture signée Georges Claes. Or, je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes les choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où à la vérité ce sont eux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses
les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardées en ceci en les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l'envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là, sans culture, ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffée, si ce n'est que, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Le lierre croît mieux spontanément, l'arbousier pousse plus beau dans les antres solaires, et les oiseaux, sans art, ont un chant plus mélodieux. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselet, sa contexture, sa beauté, et l'utilité de son usage, non pas la tissure de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites ou par la nature, ou par la fortune, ou par l'art. Les plus grandes et plus belles, par l'une ou l'autre des deux premières, les moindres et imparfaites par la dernière. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles, leur commandant encore, fort peu abâtardies par les nôtres. Mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n'en soit venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplaît que Lycurgue et Pluton ne l'aient eu, car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge doré, et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience. Ils n'ont pu croire que notre société se pût maintenir avec si peu d'artifice et de soudure humaine. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de lettres, nulle science de nombre, nul nom de magistrat, ni de supériorité politique, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation que oisive, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon. Inouï, combien trouverait-il la République qu'il a imaginée éloignée de cette perfection? Tels sont les moyens que nature a donnés à l'origine. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant et en la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois, appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux. C'est une chose émerveillable que de la ferté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de déroute et d'effroi ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers, et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent, et en mangent en commun, et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes, c'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'il soit ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux, quand ils les prenaient,
qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture et tirer au demeurant du corps force coups de trait et de les pendre après, ils pensèrent que ces gens-ci de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus aigre que la leur, dont ils commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient, sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il est trépassé. Chrysippe et Zénon, chefs de la secte stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir de notre charogne à quoi que ce fût pour notre besoin, et d'en tirer de la nourriture. Comme nos ancêtres étant assiégés par César en la ville d'Alésia, se résolurent de soutenir la fin de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et d'autres personnes inutiles au combat. Les Gascons sont réputés avoir prolongé leur vie en usant de tels aliments. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé, soit pour l'appliquer au dedans ou au dehors. Mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusât la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Leur guerre est toute noble et généreuse, et a autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir. Elle n'a d'autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en débat de la conquête de nouvelles terres, car ils jouissent encore cette liberté naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes choses nécessaires, en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. Ils sont encore en cet heureux point de ne désirer qu'autant que leur nécessité naturelle leur ordonne. Tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Ils s'entr'appellent généralement ceux de même âge frères, enfants ceux qui sont au-dessous, et les vieillards sont pères à tous les autres. Ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun cette possession de biens par indivis, sans autre titre que celui tout pur que nature donne à ses créatures, les produisant au monde. Si leurs voisins passent les montagnes pour les venir assaillir, et qu'ils emportent la victoire sur eux, la quête du victorieux, c'est la gloire, et l'avantage d'être demeuré maître en valeur et vertu. Car autrement, ils n'ont que faire des biens des vaincus, et s'en retournent à leur pays, où ils n'ont faute d'aucune chose nécessaire, ni faute encore de cette grande partie de savoir heureusement jouir de leurs conditions et de s'en contenter. Merci à Georges Claise pour cette lecture des Cannibales de Montaigne. À suivre, la suite de l'analyse de Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. À lire ces mots, on serait tenté de croire que Montaigne pose les lignes d'une conception perspectiviste ou relativiste de la culture. Si les Européens considèrent les Amérindiens comme des sauvages et des barbares, rien n'interdit de penser que la réciproque est vraie. Mais on aurait bien tort.
En réalité, les peuples d'Amérique ne dénoncent pas, ils cherchent plutôt à imiter les Européens, comme l'attestent par exemple des pratiques guerrières qu'ils héritent des Portugais. Ainsi, dans l'essai de la cruauté, Montaigne écrira plus tard « Les sauvages ne m'offensent pas tant de rôtir et manger les corps des trépassés que ceux qui les tourmentent et persécutent vivants ». Montaigne considère que c'est bien parmi les Européens du Vieux Monde, c'est-à-dire parmi nous, que sont les vrais sauvages, et que la barbarie n'est pas un fait de nature, mais la conséquence d'une corruption irrésistible des mœurs. Il expose ainsi une stricte dissymétrie entre la représentation péjorative qu'ont les Européens des Amérindiens et celle laudative qu'ont ces derniers de nous. Sauvagerie ou barbarie ne s'applique pas réciproquement d'un peuple à l'autre, mais dans le seul sens de l'Europe à l'Amérique. Pourquoi ? Parce que ce sont des mots qui s'appliquent à ceux qu'on ne veut pas comprendre, car pourquoi le devrait-on ? C'est bien là la force des opinions et usances du pays où nous sommes, écrit Montaigne. Un prisme unique, le système des représentations du vieux monde rend impossible toute extériorité, toute pluralité, et par conséquent, toute volonté de compréhension d'un nouveau monde et de ceux qui l'habitent. Tandis que les Européens sont aveugles à leur propre découverte, les Amérindiens se corrompent parce qu'ils veulent apprendre, parce qu'ils ont naïvement ou nativement, pour employer le terme de Montaigne, la volonté de comprendre et celle d'enrichir leur conception au contact des soldats du vieux monde. En quoi la barbarie tient-elle donc au bout du compte, selon Montaigne ? Et on conclura avec cela. Barbarie, dans l'absolu, dénote la cruauté sous toutes ses formes. En ce sens, tous les hommes, sans exception, sont des barbares, parce que tous, à un moment ou à un autre, se retirent, se séparent, se retournent les uns contre les autres, et, trop souvent, s'entretuent. En ce sens, la barbarie repose au cœur de la condition humaine, où l'inimitié exerce parmi les hommes une puissance égale à celle de la convivialité, de la civilité. Barbarie, par ailleurs, désigne l'effet purement lexical d'un regard presque aveugle, jeté en dehors de la sphère d'appartenance de qui s'en satisfait. En quoi barbarie en dit sans doute plus sur celui qui en fait usage que sur celui qui en est visé. Et à ce jeu, remarque Montaigne, nous les surpassons, les Amérindiens, en toutes sortes de barbarie. Et maintenant, tous à vos livres, c'était Montaigne avec 2 extraits des essais que je vous invite à lire ou au moins à feuilleter intégralement et tranquillement. Tout de suite, un papier et un crayon.